Il y a des vérités que les hommes découvrent trop tard, non pas parce qu'elles sont cachées, mais parce qu'ils étaient trop attachés pour les voir. Et l'une de ces vérités est simple, presque brutale. Parfois, c'est quand tu choisis de partir qu'elle commence enfin à te regarder autrement. Pas avec les yeux de l'habitude, pas avec les yeux du confort, mais avec ceux du manque. Et c'est souvent à ce moment précis que naît quelque chose qu'elle appelle amour, alors que toi, tu pensais simplement avoir tourné la page. Mais ce n'est pas une histoire de manipulation, ce n'est pas un jeu de disparition. C'est une leçon ancienne, connue des stoïciens depuis des siècles, une leçon sur la valeur, sur la présence, et surtout sur ce que l'on perd quand on croit que l'autre nous appartient. Marc Aurèle disait, en substance, que tout ce qui dépend des autres échappe à notre contrôle. Et pourtant, combien d'hommes passent leur vie à tenter d'être vus, choisis, aimés, comme si leur valeur dépendait du regard d'une seule personne, comme si leur existence devait être validée pour être réelle. Mais la vérité est ailleurs. Elle est plus froide, mais aussi plus libératrice. Quand tu restes trop, tu deviens un décor. Quand tu insistes trop, tu deviens du bruit. Et quand tu te rends trop disponible, tu disparais paradoxalement de la perception de l'autre. Ce n'est pas que tu deviens invisible physiquement, c'est que ton absence de distance rend ta présence normale. Et ce qui est normal cesse d'être précieux. Épictète disait que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements que nous portons sur elles. Et dans les relations humaines, ce jugement est souvent biaisé par le besoin. Le besoin d'être aimé, le besoin d'être retenu, le besoin d'exister dans le regard de l'autre. Mais celui qui a besoin perd toujours une partie de sa liberté. Et dans cette perte de liberté, il perd aussi son magnétisme. Parce que le désir humain ne se nourrit pas de ce qui est acquis, il se nourrit de ce qui respire encore l'indépendance, de ce qui échappe un peu, de ce qui ne s'offre pas totalement. C'est là que commence cette histoire. Pas une histoire d'amour classique, mais une histoire de perception. Imagine une relation où tu es toujours présent, toujours disponible, toujours prévisible. Au début, cela rassure, puis cela installe une habitude, et enfin, cela endort la curiosité. Car le cœur humain, même s'il ne le sait pas consciemment, cherche du mouvement. Il cherche de l'attention. Il cherche de l'espace où il peut projeter son imagination. Et quand cet espace disparaît, quelque chose en elle commence à s'éteindre sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Elle ne dit pas forcément « je ne t'aime plus ». Elle dit « je ne sais pas ce que je ressens ». Mais derrière cette phrase se cache souvent une réalité plus simple. Elle ne ressent plus de manque. Et sans manque, il n'y a pas de désir qui grandit. Sans désir, il n'y a pas de mouvement du cœur. Et sans mouvement, l'amour devient une simple habitude mentale. C'est ici que beaucoup d'hommes commettent une erreur silencieuse. Ils pensent que pour raviver quelque chose, il faut en faire plus. Plus de messages, plus d'attention, plus de présence. Alors qu'en réalité, ils devraient parfois faire moins. Non pas par stratégie froide, mais par cohérence intérieure. Sénèque rappelait que la tranquillité ne vient pas de l'agitation extérieure, mais de la maîtrise de soi. Et dans les relations, cette maîtrise se traduit par une capacité rare, ne pas s'accrocher à ce qui s'éloigne, parce que s'accrocher transforme l'amour en pression. Et la pression tue l'espace où le sentiment peut respirer. Il y a un moment dans certaines histoires où un homme décide de ne plus courir après, pas par vengeance, pas par orgueil, mais parce qu'il comprend que se perdre dans l'attente de quelqu'un, c'est se trahir soi-même. Et c'est souvent à ce moment-là que tout change. Pas immédiatement, mais progressivement. Car ce retrait n'est pas un vide agressif, c'est un recentrage, une reconstruction silencieuse, une reprise de possession de soi. Et elle, de son côté, commence à ressentir quelque chose d'étrange. Pas forcément un manque direct de la personne, mais un déséquilibre dans la dynamique, une absence de ce qui était devenu normal, un silence qui n'était pas prévu. Le cerveau humain déteste les changements subtils qu'il ne comprend pas. Et dans ce silence, une question commence à naître. Une question simple, mais puissante. Pourquoi il ne réagit plus comme avant? C'est ici que la perception commence à se transformer. Parce que ce qui était acquis devient incertain. Et ce qui est incertain commence à occuper l'esprit. Mais attention, il ne s'agit pas d'un jeu. Il s'agit d'une loi psychologique profonde. Nous valorisons davantage ce qui ne se donne pas totalement à nous. Et c'est précisément ce que les stoïciens avaient compris il y a des siècles. Non pas pour manipuler,
mais pour se libérer de la dépendance émotionnelle. Car celui qui dépend souffre, et celui qui souffre dans l'attente perd sa souveraineté intérieure. Et pourtant, au milieu de tout cela, une chose reste essentielle. L'amour authentique ne naît pas du manque artificiel. Il naît du respect mutuel, de la clarté, de la présence consciente. Mais pour atteindre ce niveau, il faut d'abord sortir du piège de la surattache. Il faut comprendre que ton identité ne doit jamais être suspendue à la réponse de quelqu'un d'autre. Et c'est souvent lorsque tu récupères cette identité que les choses commencent à bouger différemment autour de toi. Non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu redeviens complet. Et une personne complète n'implore pas. Elle n'attend pas dans la dépendance. Elle choisit. Et ce choix change tout dans la manière dont elle est perçue. Mais ce n'est que le début de la compréhension, car ce qui suit est encore plus subtil. Et c'est là que les hommes se trompent le plus souvent, en croyant que le silence suffit, alors qu'il s'agit avant tout d'état intérieur. Et c'est précisément ce que nous allons approfondir dans la suite. Ce qui trouble le plus un esprit attaché, ce n'est pas la rupture, c'est le silence qui change de forme. Au début, quand tu t'éloignes, elle peut penser que c'est temporaire, une réaction émotionnelle, une phase. Elle se dit que tu vas revenir comme avant, que la dynamique habituelle va se réinstaller d'elle-même. Mais ce qu'elle ne comprend pas encore, c'est que tu n'as pas simplement créé de la distance physique, tu as changé de position intérieure. Et cette nuance est essentielle. Marc Aurèle rappelait souvent que l'homme doit se tenir comme un rocher face aux vagues. Non pas insensible, mais stable. Non pas fermé, mais enraciné. Et cette stabilité, dans les relations humaines, transforme complètement la manière dont tu es perçu. Parce qu'un homme instable émotionnellement devient prévisible dans sa réaction. Il cherche, il insiste, il revient trop vite. Et tout cela rend ses intentions lisibles. Mais un homme qui retrouve son centre devient difficile à anticiper. Et l'esprit humain déteste l'imprévisible. Alors elle commence à observer, pas ouvertement, pas consciemment au début, mais subtilement. Elle remarque les réponses qui ne viennent plus immédiatement. Elle remarque le manque d'élan dans ce qui était autrefois automatique. Et surtout, elle remarque quelque chose de plus déroutant encore. Ton absence ne semble pas être une souffrance pour toi. Et cela change toute la dynamique. Car jusqu'ici, ton comportement pouvait être interprété comme un besoin, une forme d'attente, une tension émotionnelle. Mais quand cette tension disparaît, elle ne sait plus exactement où te situer. Et c'est dans ce vide de compréhension que naît la réflexion. Épictète disait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas de ce qui ne dépend pas de lui. Et dans une relation, il y a toujours cette frontière invisible entre ce que tu peux offrir et ce que tu ne peux pas contrôler, le ressenti de l'autre. Tant que tu essaies de contrôler ce ressenti, tu te perds dans une lutte silencieuse. Mais lorsque tu cesses de le faire, tu reprends ton axe. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que l'autre commence à te ressentir différemment. Non pas parce que tu as changé de personnalité, mais parce que tu as cessé de projeter un besoin constant. Le besoin crée une pression invisible, même sans mots, même sans geste excessif. Il se ressent dans la fréquence, dans l'intensité, dans la manière d'être présent. Et cette pression, à long terme, étouffe la curiosité. Mais quand elle disparaît, quelque chose d'autre réapparaît. Le mystère. Et le mystère est un carburant puissant pour l'esprit humain. Il ne s'agit pas de jouer un rôle mystérieux. Il s'agit simplement de redevenir incomplet dans le regard de l'autre, parce que tu redeviens complet dans le tien. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Car quand tu étais trop présent, il n'y avait plus de place pour imaginer ton absence. Tout était déjà donné, déjà accessible, déjà connu. Mais maintenant, une zone d'ombre apparaît. Et cette zone d'ombre devient un espace mental actif. Elle commence à se demander si elle t'a mal évalué, si elle t'a pris pour acquis, si quelque chose lui échappe. Et c'est ainsi que le regard change. Mais ce changement ne signifie pas automatiquement retour ou amour. Il signifie prise de conscience. Et la prise de conscience est toujours le début d'un mouvement intérieur. Pendant ce temps, toi, si tu comprends réellement le stoïcisme, tu ne te précipites pas dans une attente inversée. Tu ne fais pas du silence une stratégie. Tu ne transformes pas la distance en outil de contrôle. Tu fais quelque chose de plus difficile. Tu reconstruis ton centre.
Tu réorganises ta vie autour de ce que tu contrôles réellement, tes pensées, tes actions, ta discipline, ta direction. Et plus tu fais cela, moins tu dépends de la validation extérieure. Et moins tu en dépends, plus tu redeviens solide. Et cette solidité est visible, même sans contact direct. Il y a une forme de présence qui ne dépend pas de la présence physique, une forme de densité intérieure. C'est ce que les anciens comprenaient lorsqu'ils parlaient de dignité. Pas une posture, pas une façade, mais une cohérence entre ce que tu es et ce que tu fais, même quand personne ne regarde. Et c'est précisément ce type d'énergie qui modifie la perception des autres. Un jour, sans prévenir, elle se surprend à penser à toi sans raison apparente. Pas parce que tu as fait quelque chose de nouveau, mais parce que l'absence a modifié la mémoire émotionnelle. Ce que l'on perd cesse d'être banal. Ce qui n'est plus accessible immédiatement commence à prendre de la valeur dans l'esprit. Et c'est là que beaucoup se trompent encore. Ils croient que cette dynamique signifie qu'il faut rester distant pour provoquer un effet. Mais le stoïcisme ne parle jamais de calcul émotionnel. Il parle de maîtrise de soi. Il parle de ne pas être esclave de ses impulsions. Il parle de rester droit même quand l'émotion pousse à s'accrocher. Et dans cette droiture, quelque chose devient évident. Si quelqu'un revient vers toi uniquement quand tu disparais, alors ce n'est pas la disparition qui crée la valeur. C'est la perception tardive de ce qui était déjà là. Et cette nuance change tout. À ce stade, beaucoup d'hommes ressentent une tentation subtile, celle de tester, de vérifier, de provoquer une réaction. Mais un esprit stoïcien comprend que la véritable puissance ne se manifeste pas dans la réaction des autres, mais dans la constance de soi. Et plus tu deviens constant, moins tu cherches des signes. Et moins tu cherches des signes, plus ton esprit devient calme. C'est dans ce calme que naît la vraie clarté. Et dans cette clarté, une vérité apparaît. Tu n'as jamais eu besoin de courir après ce qui devait rester dans ta vie. Les choses alignées ne demandent pas de poursuite constante. Elles se stabilisent naturellement. Et celles qui nécessitent une lutte permanente ne sont peut-être pas destinées à rester. C'est ici que commence la vraie maturité émotionnelle. Et pourtant, il reste encore une dernière étape dans cette compréhension, une étape où tout se cristallise, où les illusions tombent complètement et où la perception de l'amour change définitivement. Et c'est ce que nous allons explorer dans le dernier bloc. Au passage, si tu sens que ces idées résonnent avec toi, pense à t'abonner, parce que ce type de contenu continue à explorer les dynamiques profondes de la psychologie et du stoïcisme appliquées aux relations humaines. À ce stade, quelque chose d'important devient visible. Ce n'est plus une question de stratégie, ni de silence, ni de présence ou d'absence. Tout cela appartient déjà à une couche superficielle de compréhension. La vraie question est ailleurs. Elle est dans ce que tu es devenu pendant ce processus. Parce que si tu observes honnêtement ce qui s'est passé, tu remarques une chose simple. Ce n'est pas ton absence qui crée la transformation, c'est la manière dont tu t'es reconstruit à travers elle. Marc Aurèle écrivait que l'homme ne devrait jamais dépendre des événements extérieurs pour être en paix. Et dans les relations humaines, cette idée prend une dimension très concrète. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas que quelqu'un s'éloigne, c'est l'attachement que tu avais à un scénario précis. Un scénario où tu étais choisi sans effort, où tu étais reconnu sans remise en question, où l'amour te donnait une sécurité permanente. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. La réalité est mouvante, instable, parfois silencieuse, parfois intense, et elle oblige chacun à se confronter à lui-même. Et c'est souvent dans la perte que l'on découvre une forme de lucidité que la présence constante empêchait. Quand tu n'es plus dans la réaction, tu redeviens observateur. Et cet état change tout. Car au lieu de chercher à comprendre ses comportements, tu commences à comprendre les tiens. Tu vois où tu t'es accroché, où tu t'es oublié, où tu as confondu amour et dépendance émotionnelle. Sénèque disait que la douleur vient souvent de nos propres jugements. Et dans les relations, le jugement le plus destructeur est celui qui dit « Sans cette personne, je suis incomplet ». Ce n'est pas une vérité, c'est une construction mentale. Et toute construction mentale peut être déconstruite. Ce que tu découvres alors, c'est que ton centre n'a jamais été réellement à l'extérieur de toi. Il a simplement été déplacé. Et maintenant, il revient lentement à sa place. Pendant ce temps, l'autre peut vivre un processus totalement différent. Elle peut ressentir un manque, une curiosité, une nostalgie, parfois même une forme de regret. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ces émotions ne sont pas forcément de l'amour pur.
Ce sont des réactions à un changement de dynamique. Le cerveau humain s'attache à ce qui structure son quotidien. Et quand cette structure disparaît, il tente de la reconstruire mentalement. Mais reconstruire mentalement n'est pas aimer. C'est essayer de retrouver une stabilité émotionnelle. Et c'est là que la confusion apparaît. Parce que parfois, ce que l'on appelle retour des sentiments est simplement le retour d'une habitude mentale perturbée. Mais il existe aussi des cas où quelque chose de plus profond émerge, où la distance révèle la valeur réelle de l'autre, où l'absence permet de voir ce qui était invisible dans la présence. Et c'est ici que la vie devient imprévisible. Parce que tu ne contrôles pas ce que l'autre comprend de toi, tu contrôles uniquement ce que tu deviens pendant ce temps. Épictète enseignait que certaines choses ne dépendent pas de nous, et vouloir forcer une conclusion émotionnelle chez quelqu'un d'autre fait partie de ces choses. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est ton niveau de clarté intérieure. Et cette clarté te protège de deux illusions opposées. La première est celle de la dépendance affective, où tu crois que tout repose sur une seule personne. La seconde est celle du contrôle, où tu crois pouvoir influencer les sentiments des autres par ton comportement. Les deux sont des formes de perte de liberté. La seule voie stable est celle où tu restes aligné avec toi-même, indépendamment des résultats. Et c'est précisément ce que beaucoup d'hommes apprennent trop tard. Ils découvrent qu'ils ont passé du temps à courir derrière des réponses, alors que la seule réponse qu'ils devaient construire était intérieure. Et à partir du moment où cette compréhension s'installe, quelque chose change profondément dans leur rapport au monde. Ils ne cherchent plus à être choisis pour exister. Ils choisissent d'exister pleinement, qu'ils soient choisis ou non. Et cette nuance est fondamentale. Car une personne qui existe pleinement n'a plus besoin de se diminuer pour être acceptée, ni de se suradapter pour être aimée. Elle devient cohérente. Et la cohérence est une forme de force silencieuse. C'est souvent à ce moment-là que les anciennes dynamiques perdent leur pouvoir sur toi. Non pas parce que les autres changent, mais parce que toi, tu ne joues plus le même rôle. Et dans ce changement, certaines personnes peuvent revenir, d'autres non. Mais cela n'a plus le même poids émotionnel. Parce que tu n'es plus en train de chercher une validation pour te compléter. Tu es en train de vivre depuis ton propre centre. Et c'est ici que la vraie compréhension stoïcienne devient vivante. Ce n'est pas une philosophie de détachement froid. C'est une philosophie de stabilité intérieure dans un monde instable. Et dans les relations, cette stabilité est rare. Elle transforme la manière dont tu aimes, la manière dont tu ressens, la manière dont tu choisis. Elle t'empêche de t'oublier dans l'autre. Et elle t'empêche aussi de réduire l'autre à un besoin. Finalement, cette histoire ne parle pas de la faire tomber amoureuse après l'avoir laissée partir. Elle parle de ce que tu comprends de toi-même lorsque tu arrêtes de te courir après dans le regard de quelqu'un d'autre. Parce que si une chose doit rester, elle restera dans une forme saine. Et si elle doit partir, elle partira sans que tu t'effondres avec. C'est ça, la véritable liberté intérieure. Et quand tu atteins cet état, tu ne cherches plus à provoquer des réactions. Tu vis de manière alignée. Et dans cet alignement, les relations cessent d'être des batailles silencieuses pour devenir ce qu'elles auraient toujours dû être, des rencontres entre deux personnes entières. Pas deux manques qui s'accrochent, mais deux présences qui se reconnaissent. Et c'est là que tout prend son sens.